Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On est très heureux de parler de ce qu'on fait autour de la préservation numérique. Je dis on, mais on est une toute petite équipe. Et puis, c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant que je suis à Plateforme 10. Et puis aujourd'hui, de pouvoir vous présenter finalement un outil pour faire de la préservation numérique. C'est quelque chose dont on est très heureux puis très fier. Ce n'est pas forcément facile au vu du contexte. Le contexte, vous le connaissez peut-être, on n'est pas très loin d'ici. Plateforme 10, c'est une fondation de droit public. Elle a été mise sur pied pour la volonté en fait, du canton de Vaud, donc, avec l'objectif de mettre ensemble 3 musées pour créer un quartier muséal, un pôle muséal ici, tout près de la gare de Lausanne. Vous passez à côté avec le train, où vous avez eu l'occasion de vous y arrêter. Et donc, cette fondation a été créée en 2021, finalement, pour donner corps à ce projet, à partir de 3 différentes institutions. Vous aviez le Musée cantonal des Beaux-Arts, qui était à la Riponne, le MUDAC, donc Musée du Design, qui lui se trouvait près de la cathédrale de Lausanne, et puis Photo Élysée, que vous connaissiez peut-être sous le nom de Musée de l'Élysée, qui du coup, de son côté, était plus bas en ville, près du musée olympique. Et donc finalement, ces 3 musées donc, se retrouvent sous ce chapeau commun qu'est le projet de la Fondation Plateforme 10. Tout ça sur cette esplanade qui est toute proche ici, gagnée sur les voies de chemin de fer, en fait. Et puis, pour vous donner corps, en fait, à ce pôle muséal qui est voulu comme étant quelque chose de finalement très varié, avec une offre qui va dans des domaines un petit peu différents les uns des autres, avec l'idée que cette complémentarité est un intérêt finalement pour le public. Donc, au final, un projet qui avait un petit détail, qui n'est pas un détail, et puis c'est pour ça que je vous en parle, c'est que lorsque nous étions chacun finalement de notre côté, musée, Photo Élysée, INDAC et MCBA, notre prestataire informatique était, pour le musée de l'Élysée en tout cas, le service informatique de l'État de Vaud. La même chose pour nos amis du musée cantonal des Beaux-Arts. Puis le MUDAC, eux, travaillaient avec le SOI, donc de la ville de Lausanne. Puis, dans ce projet, finalement, le canton a dit oui, c'est bien, mais au fond, en fait, on pense que si on crée cette institution, il serait bien en fait, que cette institution soit indépendante du point de vue des prestations informatiques, en tout cas. Et ils ont mis les moyens en fait, pour que ça puisse se faire au moment de la création de la fondation. Alors, évidemment, comme j'ai dit, ça peut être un détail, mais je pense que toutes d'entre vous, vous savez très bien qu'au final, le nerf de la guerre dans cette question de préservation numérique, ce n'est pas l'argent. Le nerf de la guerre, c'est il faut pouvoir causer aux bonnes personnes. Et tout à l'heure, si Ivan Barraud disait qu'il voyait ses collègues à travers les boîtes et puis qu'il pouvait leur causer, que ça rendait sa vie plus facile, en fait, ben, évidemment, c'est là en fait que ça se passe. Et du coup, le contexte dans lequel on a pu mettre les choses en place, il est le suivant. Donc, la Fondation Plateforme 10, du coup, elle trouvait un prestataire informatique auquel on a transféré l'ensemble de l'infrastructure, des données qui étaient dans l'infrastructure de l'État ou de la ville de Lausanne pour le MUDAC. Ce prestataire informatique est Swisscom. Il y a eu un appel d'offres. Et puis, pour tout ce qui est infrastructure et puis les aspects, on va dire, bas niveau de la gestion de cette infrastructure, c'est Swisscom qui le fait. Et à l'interne, il y a 2 personnes qui sont à eux deux le service informatique de Plateforme 10. Là-dedans, il y a un chef de département en fait, qui gère tous les aspects liés à l'appel d'offres, ce genre de choses. Et puis, quelqu'un qui est plus lié au support. Ça fait très peu de monde. Alors, évidemment, il galère un petit peu, on est quand même 150, mais à côté de ça, évidemment, le bon côté des choses, c'est qu'au fond, pour expliquer de quoi il s'agit avec un outil de gestion d'archives, et puis finalement de quoi on a besoin, il faut convaincre une personne. C'est quand même plus facile que de convaincre un service entier. Donc, au fond, ça, c'est quand même un aspect qui explique un petit peu aussi la manière dont les choses ont pu se passer. Parce qu'il y a une année, j'étais assis, pas vraiment ici dans la salle, c'était finalement à Zurich que j'ai eu plus d'infos à l'autre idée, sur le fait qu'il y avait la possibilité d'avoir un SIP sur la base d'un CSV. Et puis je me suis dit, tiens, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ces outils-là. Et puis en une année, on a réfléchi à des solutions, on a essayé de voir comment ça pouvait être finançable, mis en place, etc. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Mais c'était possible justement
de par on va dire la longueur relativement courte et puis proche en fait entre les responsables de la partie numérique comme moi et puis le service informatique au sein de plateformes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vous avez ici une vue des expos, parce que finalement, c'est quand même le contexte qu'on a tous les jours. On a des collègues qui passent leur temps à préparer des expositions, et puis on est fiers de pouvoir les présenter. Ça rend le quotidien quand même sympathique. Maintenant, en ce qui me concerne moi plus directement, puis j'ai pris des images de nos expos actuelles, hein, comme ça permet de parler un petit peu de ce qu'on a. Donc ici, c'est le projet, The Anonymous Project de Lee Schulman, qui est en bas à photolyser en ce moment. Alors, typiquement, moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? J'ai été engagé, en fait, avec l'idée qu'il fallait être crédible du point de vue de la préservation numérique pour un musée de photographie, ce qui était le cas de Photoélysée, parce que c'est là que je suis dans l'équipe des collections. Et du coup, ce que je fais, c'est que je soutiens mes collègues des collections dans tout ce qui est numérique. Ça veut dire essentiellement l'utilisation des collections, qui n'est pas tout à fait identique à une gestion d'archives, si c'est ce dont vous avez l'habitude. Hein, on travaille sur quelque chose qui est beaucoup plus plat. C'est finalement quelque chose où il y a beaucoup de métadonnées spécifiques en fait à la gestion des collections, mais aussi du coup aux prêts, aux expos, tous ces aspects-là. Et donc je les soutiens dans ce travail-là. La première chose finalement qu'il a fallu faire dans ce domaine, c'était qu'il y avait une migration, parce qu'on est passé enfin je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a une migration vers un nouvel outil de gestion des collections. Il y a aussi toutes sortes d'éléments qui sont liés aux expos avec les prêts d'œuvres. Et si on doit gérer finalement la localisation des biens qui nous sont prêtés pour une expo, il faut pouvoir importer en fait ces données dans l'outil de gestion des collections, etc. Pour la médiation, il y a différents projets également pour lesquels finalement ils ont besoin de support. Et donc c'est moi qui interviens pour ce genre de choses-là. Comme on va dire un peu voilà, spécialiste plus numérique parmi l'ensemble des spécialités en fait ou des métiers qu'il y a au sein du musée. Et puis là, ce qui est vrai pour Photoélysée l'est sans doute aussi pour les autres musées pour ces aspects-là. Évidemment, donc quand on m'a engagé, il y avait quand même cette perception qu'il n'y avait pas que la partie préservation numérique, mais qu'au final, il était bon aussi que Photoélysée dispose d'un archiviste, et parce qu'on est tenu là-bas sur l'archivage, évidemment. Sauf qu'avant que j'arrive, en fait, personne n'était vraiment préoccupé de cette question-là. Donc, j'ai empoigné un petit peu ça à un moment où on déménageait, ce qui était finalement pas le moins bon moment de le faire. Mais disons, on ne peut pas déménager et puis évaluer en même temps, reconditionner, etc. Ceci dit, ça fait partie de mon cahier de charge aussi. La gestion documentaire, ça c'était une problématique qui avait été soulevée avant la mise en commun des musées en disant attention, il va falloir s'occuper un petit peu d'un plan de classement, etc. Là aussi, c'était le bon moment pour le faire. On a créé un groupe de travail avec mon collègue Manuela Giovannini qui est là pour le musée cantonal des Beaux-Arts et puis donc, nos collègues au niveau du MUDAC et puis de la fondation. Et puis, attaché à cette tâche en fait, d'archiviste numérique, il y a aussi l'aspect veille, dans l'idée que, effectivement, pour suivre un petit peu ce qui se passe, il faut être en contact. Et là, on a fait en sorte, en tout cas, de pouvoir être présent en fait, dans les différents lieux où l'échange peut se faire autour de cette question de la préservation numérique. Ce que je vous dis aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est bien pour le cercle dans lequel on est là aujourd'hui, pour dire où on en est avec notre projet. On va le refaire au réseau PATNUM, donc Patrimoine numérique, en décembre, en allant un petit peu plus sur les aspects techniques, parce que typiquement, c'est un réseau où, effectivement, là, entre archivistes numériques, peut-être il y a d'autres aspects de la situation dans laquelle on est, puis des choix qu'on a faits qui sont plus pertinents. Alors aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous ceux qui sont plus pertinents un peu à haut niveau. Donc ça, c'est finalement mon ancrage au sein de Photoélysée. Puis il y a la partie plateforme guide, parce que finalement, cette solution numérique, il faut qu'elle fasse du sens, il faut qu'elle soit à l'usage finalement des différents musées. Et puis je me suis attaché à montrer qu'elle pouvait l'être. Aujourd'hui, elle est mise en place, et surtout au niveau de Photoélysée. Mais l'objectif, c'est bien sûr que les besoins étant quand même relativement proches, on puisse faire la même chose pour les deux autres institutions et pour la fondation elle-même qui, du coup, avait besoin aussi d'archivage pérenne. Et puis, donc, je vous ai mentionné tout à l'heure le service informatique qui a deux personnes, et du coup, c'est vrai qu'on a un peu imposé aussi comme répondant pour la partie plus stockage lorsqu'il s'agit de stockage de données dans l'optique de leur préservation. On n'avait pas d'outil jusque-là, mais du coup, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ce qu'on imagine du coup comme solution pour la préservation des données à un haut niveau de plateforme ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que finalement on gère
l'outil de gestion des collections reste finalement l'outil central pour ce qui concerne finalement le patrimoine du musée, sa gestion. Vous avez ici, donc on travaille avec Flora Musée, une entreprise française qui s'appelle Flora Software. Ils ont changé de nom récemment. Vous le connaissez peut-être sous les anciens noms, Ever, Exida, ou bien il y avait des versions antérieures de Flora qui, pas que dans le domaine musée, aussi archives, musée, pardon, archives cantonales, donc les archives cantonales de Neuchâtel où j'étais, travaillé avec Flora Archives, de même que la bibliothèque de la ville d'Achoutron. Vous avez un rapport à peu près ici du nombre de notices qu'on a ou de records qu'on a dans cette base de données de gestion des collections. 130 000 pour photolyser, ça représente que 20% finalement de nos collections. On travaille beaucoup par lot. Ça, c'est le lot en fait d'un musée de photographie. On a beaucoup d'unités en fait. On a presque 1,5 million, mais c'est une estimation d'objets. Vous avez des bandes de négatifs, il y a plein de choses différentes. Une situation qui est très différente pour le musée cantonal des Beaux-Arts et puis pour le MUDAC, qui bien sûr ont moins d'œuvres, c'est normal, mais qui du coup ont une autre volumétrie, mais cette fois dans l'espace. Et 12 000, donc c'est pratiquement tout. Hein. J'imagine qu'elles sont toutes décrites au MCBA. Hein, et puis le musée du design également à 3 000. Donc voilà pour un petit peu le nombre en fait de notices. Je vous mentionnais tout à l'heure le fait qu'on a dû migrer en fait d'une base de données vers Flora Musée. On venait de Muséum Plus pour le MCBA, puis pour Photolyser, et puis pour le MUDAC. Et ils étaient à la ville de Lausanne avec vraiment une application web de mise en ligne en fait de leur collection, qui s'appelle Muséris. Cette migration s'est passée donc de 2020 à 2023 et on a un outil de gestion des collections qui fonctionne depuis une année en production. Ça va pas mal. Pour ce qui concerne maintenant, voilà, venons-en à la question de la préservation numérique. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il y a à préserver? Parce que on a finalement deux grands groupes. Au niveau du type de données, la partie, on va dire, qui a été identifiée comme étant la plus importante, c'est finalement les œuvres numériques, mais qui sont relativement peu nombreuses encore, et puis toutes les reproductions numériques qui ont été faites des œuvres. J'ai un collègue photographe qui travaille à 60%, il est là depuis, je ne sais pas, on va dire quelques 8 ans, et il numérise à court de bras tout le temps. Donc c'est clair que ce travail-là, son salaire, cet effort-là, on veut le préserver. Ces reproductions, elles sont utilisées dans le cadre d'exposition pour mettre à disposition finalement ces biens, pour la partie de l'inventaire, etc. Et on a des numérisations de relativement bonne qualité. Donc ça, c'est un type de données, on va dire, reproduction numérique des œuvres et puis œuvres numériques. Et à côté de ça, il y a bien sûr les documents d'activité finalement du musée, qui du coup rejoignent ce que vous pouvez avoir chez vous. On a des disques partagés dans des shared drives qui du coup étaient à l'époque sur l'infrastructure du service informatique de l'État de Vaud. Ils ont été déplacés dans l'infrastructure actuelle, mais sans vraiment trier ces données. Et puis surtout, ils sont éclatés en plusieurs, presque une dizaine en fait, de différents disques, ce qui vient historiquement en fait, de la manière dont les choses ont évolué, ont grandi en fait, à l'époque au service informatique de l'État de Vaud. Et puis aujourd'hui, à partir du début de la fondation, on a commencé à travailler plutôt dans Microsoft Teams. Donc là, on rejoint ce qui a été décrit par Ivan Barros ce matin. Donc ça, c'est les types de données. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler spécifiquement du processus de préservation de ce qui est les biens numériques, donc les œuvres numériques ou les reproductions numériques. Ça permettra peut-être de mettre en avant un aspect qui est plutôt plus spécifique finalement par rapport à ceux que vous avez vous, ou bien peut-être quelque chose de complémentaire à ce qui a été dit jusque-là. Pour la partie, finalement, si on regarde ces données, donc si on prend surtout les reproductions numériques et puis les œuvres numériques, finalement, ce qu'on peut dire en prenant un peu de recul, c'est que c'est assez homogène. Parce qu'on a essentiellement des formats d'images d'abord. Il y a peu d'exceptions. On a quelques vidéos, voire quelques jeux vidéo et autres. Il y a 3 projets de jeux vidéo actuellement en cours au MUDAC. Mais en fait, ça reste quand même l'exception. Au reste, on a surtout des formats d'images. Et puis, ce qu'on peut dire encore, c'est que la plupart de ces éléments, en fait, ils ont une valeur vénale assez importante, donc ça nécessite et ça mérite en fait de faire l'effort, parce que soit c'est une œuvre numérique, donc clairement on a payé plusieurs dizaines de milliers de francs cette œuvre, c'est bien de pouvoir la réexposer dans 15 ans, ou alors, effectivement, l'effort de mon collègue photographe, son salaire, son travail, tout ce qu'il a fait pour pouvoir avoir ces reproductions-là, en fait, on n'a pas envie de recommencer, donc ça vaut la peine de faire le travail proprement pour son archivage. Et les risques, d'abord, quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment d'inventaire de ce qui était numérique, clairement.
Donc, en gros, on n'avait même pas forcément, on va dire, un récollement des supports numériques qu'il y avait dans les collections, d'où la nécessité de se pencher rapidement là-dessus. Un tri qui avait été clairement trop sommaire, même pour ce qui est de numérisation. Donc, en fait, des œuvres, il n'y avait pas une systématique dans le nommage et ce genre de choses. Le classement laisse à désirer, c'est classé par photographe. Après, dans un sous-dossier photographe, ce n'est pas extrêmement clair qu'est-ce qui est collection, etc. Et donc, tout ça, c'est dans des disques donc, réseau. Hein. Et puis, donc, ces disques réseau, ben, ils sont backupés, mais pas préservés, d'où la nécessité de trouver une solution rapide. Et c'est là que vient cette réflexion et puis la mise en place de cette plateforme et puis finalement du processus que je vais vous présenter. Alors, du coup, ce processus-là, finalement, il a été mis en place sur la base de réflexion. On va dire, on a essayé de faire des choix de design. On va se donner des critères, on va se donner des axes finalement, ou bien des objectifs, puis on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, j'essaie de vous résumer ces décisions en fait qu'on a prises un petit peu en amont. Et puis après, on a essayé de voir avec Yann et puis avec Robin, essentiellement avec vous deux qui travaillez, avec Christian au début un petit peu, mais surtout avec Yann et Robin, pour voir dans quelle mesure c'était possible de réaliser finalement ça. Alors, la première décision qu'on a prise, c'est de se dire, on va faire un paquet d'archivage par numéro d'inventaire. De par cette granularité, en fait, ça facilite l'extraction automatique des métadonnées de la base de données, parce que du coup, on peut ressortir quelques éléments qui ont trait à un numéro d'inventaire, même s'il y a plusieurs fichiers numériques qui sont liés à ça, au moins le paquet, du point de vue des métadonnées descriptives, il sera relativement homogène. C'est plus facile, en fait. Ça réduit aussi la nécessité d'en dire beaucoup, parce que finalement, si on sait qu'on parle des fichiers numériques qui ont trait à un numéro d'inventaire, à la limite, on pourrait juste conserver le numéro d'inventaire. Puis le reste, on ira le chercher dans la base de données. Donc ça, c'était une décision en fait de départ de dire un SIP, un numéro d'inventaire. Deuxième discussion, c'était au fond, de par le fait qu'on se limite puis qu'on est bien aligné entre donc base de données de gestion des collections et puis paquet, on n'a pas besoin de répliquer en fait ou de répéter toutes les métadonnées descriptives. On peut se limiter à quelque chose de relativement restreint parce qu'au fond, on ira chercher le reste dans la base de données de gestion des collections. Au niveau de l'archivage, si on peut faire le lien entre la description de ce bien dans la base de données et puis finalement le paquet, ça suffit. Donc on va se limiter à des choses comme le numéro d'inventaire, évidemment. On a un identifiant qui est fourni en fait par la base de données de gestion des collections, donc on va le reprendre. Le concept d'entrée est important, surtout à contextualiser, parce que dans une entrée, donc c'est en fait accession en anglais, donc ça pourrait être un versement si on était dans le contexte plutôt administratif. C'est très important parce que comme très souvent on reçoit plusieurs biens dans une entrée, de pouvoir dire un certain nombre de choses au niveau de ce versement, chez nous c'est entrée, c'est important, d'où la nécessité de reprendre en fait le numéro d'entrée aussi. Si ces objets font partie d'une collection, ce serait bien de le mentionner aussi, les auteurs, les titres, date de création, exécution, et puis ayant droit, toujours important aussi dans notre contexte muséal. Mais pas vraiment plus, alors qu'il y a beaucoup plus de métadonnées en fait, dans l'outil de gestion des collections. Troisième aspect, puis c'est peut-être là que c'est sur les deux derniers aspects que c'est le plus intéressant. En fait, on a décidé que, enfin, pour moi, c'était important qu'on soit autonome, c'est-à-dire que tout ce qui est spécifiquement métier est directement lié finalement au traitement muséal ou bien patrimonial du contenu du paquet. Ce serait bien qu'on puisse, nous, en fait, avoir la main dessus, préparer ces données-là, que ce soit des métadonnées et puis des informations qui font du sens pour le contexte muséal, et puis de se dire, ça, c'est notre domaine de responsabilité à nous. Et pour ça, en fait, on a séparé les tâches, on a réparti les tâches en disant, moi, je m'occupe de cette partie-là, spécifiquement métier, on va choisir finalement la forme qu'on va donner à ces données et à ces métadonnées dans cette phase de pré-ingest qui dépend de nous. On va trouver un schéma de métadonnées qui est pertinent aussi pour notre contexte à nous. Parce que c'est pas forcément voilà, l'ISAG ou l'EAD, autrement dit, qui fait du sens si on veut décrire des biens, un patrimoine, comme les photographies, comme les sculptures, etc. On va chercher un schéma de métadonnées qui nous convient. Alors, on en a exploré un, c'est DataSite, qui est très proche de BigCore. Actuellement, je suis en train de me dire que peut-être la version réduite de SIDOC CRM, donc Lido, ce serait peut-être pas si mal. Et puis finalement, Rick,
n'étaient pas forcément dans le radar au départ, parce que il fallait expliquer une chose après l'autre à mes collègues, ça pourrait être mis à disposition gratuitement, pourquoi pas, un format de métadonnées qui convient. Donc, au fond, on rassemble en fait ces informations-là qui sont des données et des métadonnées spécifiquement muséales ou qui font du sens dans le contexte muséal dans le paquet pendant cette phase de pré-archivage. Et pour ça, en fait, on va définir un format de versement ou un format de collecte, on pourrait dire comme ça, qui nous convient à nous, qui fait du sens du point de vue métier, on va dire. Et puis, on partira de là avec les outils de DocuTeam pour ensuite essayer d'avoir un processus d'archivage en fait, qui est le plus standard possible. Mais on repousse tout ce qui est spécifique en amont. Et c'est au final, j'ai l'impression, mais vous me corrigez si jamais, c'est sur la base de cette discussion-là qu'on s'est dit, mais peut-être que ce serait bien d'avoir un script qui puisse encapsuler en fait la partie, enfin déjà moi j'encapsule dans un module à moi la partie qui est en amont en fait, puis vous mettez à disposition un module qui encapsule la partie versement. Et c'est un peu le départ de l'idée de DocuTeam Toolbox, si je dis bien. Au fond, on voit ça ici, vous vous rappelez, j'ai d'un côté des objets numériques, j'ai des métadonnées qui viennent de la base de données de gestion des collections. On l'exporte, il y a un export tabulaire qui fonctionne bien dans Flora. J'en fais des fichiers structurés texte en JSON, tout ça pour que ça parle à mes amis. Et on met ça dans un format de paquet, en fait, qui est un format de collecte. On met tout ensemble dedans, dans une forme qui nous correspond à nous. Alors, on l'a appelé SIP10 parce que ça fait SIP10 et puis P10 en même temps. Et à partir de là, en fait, le travail en fait, de reprise de DocuTeam commence et puis ils utilisent DocuTeam Toolbox pour aller de ce paquet finalement avec le format qui est attendu par cette Preservation Action, cette Submission Action qui est SIP comme CSV vers du Matter on Weights et puis ensuite tout à fait classique. Donc, Separation of Concern, on différencie en fait les domaines de responsabilité entre DocuTeam, donc entre nous et puis DocuTeam Toolbox. Et puis, dernier critère finalement de départ ou de choix de design, c'était de se dire, en fait, on veut avoir les compétences à l'interne pour tout ce qui est métier. Alors, des fois, c'est un peu dangereux hein, de faire de l'insourcing, parce que si quelqu'un part, si vous êtes peu, puis on a dit, on est peu. Mais du coup, oui, insourcing, donc on veut avoir les compétences à l'interne, mais qu'est-ce qu'on fait? On a un principe de design qui dit explicit computation over configuration. Donc, on fait quelque chose où on peut voir concrètement comment les choses sont transformées et on le fait d'une manière vraiment extrêmement simple. On prend des scripts qui vont adapter ou en fait qui vont appliquer les modifications qu'on veut à partir des données de départ de manière à ce que toutes les étapes soient extrêmement claires. L'opposé de ça, ce serait d'avoir un fichier de configuration qui dit voilà, notre processus d'ingest, il est configuré par un fichier texte dans lequel vous donnez le format de paquet qui est attendu, le schéma, on va dire la somme de contrôle que vous l'utilisez, etc. Tout ça, vous renseignez dans un dossier ou bien dans un fichier, puis après vous lancez, et puis finalement vous avez un logiciel de préservation numérique qui vous fait toutes les étapes. Mais vous devez comprendre finalement comment les choses vont se passer pour pouvoir comprendre finalement cette configuration. Mais là, on ne fait pas ça. On prend un script qui va faire une étape après l'autre. Et puis, du coup, ces étapes, elles sont facilement identifiables. Et si vous n'êtes pas archiviste numérique, mais que vous êtes informaticien, vous allez pouvoir comprendre quand même, parce que vous allez comprendre en fait, finalement les actions. Vous avez ici un détail de ce processus complet. Pas vraiment le temps de s'y arrêter, mais en gros, la partie qui nous concerne, c'est le pré-ingest. Ensuite, on a l'ingest et puis au final, l'accès. Et puis surtout, on veut récupérer les données. Une fois qu'on a archivé tout ça, on veut les remettre dans l'outil de gestion de collection. Mais je vous présenterai ça tout à l'heure. Avant ça, je vous propose juste un schéma qui devrait nous aider à pouvoir juste parler un petit peu de à quoi ça ressemble concrètement, parce que je pense qu'il nous reste beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, instant. Alors, comme ça. Donc, au fond, comment ça se présente concrètement? Au centre, vous avez cette partie-là. Moi, j'ai en gros un ordinateur et un poste de travail de préservation. Sur ce poste de travail de préservation, on fait tourner Docker. Dans Docker, on fait tourner Python pour les différents scripts qui font les différentes étapes. Et puis, ces différentes étapes, en fait, j'ai dit qu'on allait travailler un SIP par numéro d'inventaire. Donc, en gros, potentiellement, j'aimerais pouvoir faire 50
numéro d'inventaire d'une fois, parce que sinon, c'est pas rentable. Alors, pour en fait traiter plusieurs de ces numéros d'inventaire ensemble, on utilise ces scripts Python qui sont relativement bas niveau, puisqu'ils vont faire les différentes actions sur chacune des numéros d'inventaire. Mais du coup, on utilise Jupyter Notebooks, qui a été présenté ce matin aussi, qui est utilisé dans plein de contextes, pour justement multiplier en fait cette tâche et l'appliquer pas seulement à un numéro d'inventaire, mais à plusieurs. Donc, en entrée, on a les disques réseau avec les différentes... voilà, là, vous avez une suite, par exemple, de numéros d'inventaire qui sont liés à une photographe. À côté de ça, vous avez l'outil de gestion des collections. Donc, vous allez prendre quelques-unes des métadonnées. Vous mettez tout ça dans ici, dans un dossier, finalement, de départ. Hein. Et puis, dans ce dossier de départ, vous allez avoir rien de nouveau, hein, data, metadata, comme les amis de la Bibliothèque nationale. Vous retrouvez les fichiers numériques avec le somme de contrôle et puis les métadonnées qui sont récupérées de la base de données de gestion des collections. Les scripts donc, dont nous sommes responsables vont préparer quelque chose qui parle à Docuteam pour servir de point de départ pour Docuteam Toolbox. Il y a peu de choses qui changent, en fait, mais en même temps, dans la partie métadonnées ici, si je récupère finalement ce paquet d'archivage à la fin, les fichiers numériques, du coup, évidemment, c'est ce que je veux récupérer, et puis les métadonnées qui sont ici, elles font du sens pour moi. Le XML, c'est justement le datasite qui était décrit tout à l'heure, donc un format qui, du coup, on va dire, est plus proche du bien ou de l'œuvre que finalement les AD. Et puis, on garde tout ce qu'on avait au départ, parce qu'il n'y a pas de raison de se débarrasser des fichiers qui ont servi à l'archivage. Tout ça, ça part dans Docuteam Feeder, c'est stocké dans Docuteam Box, là, rien de bien nouveau. Ce transfert-là, il se fait par justement les différentes actions qui sont possibles avec Docuteam Toolbox. Donc, quelque chose pour lequel finalement, nous, on n'a pas à se préoccuper, hein, c'est à disposition. On n'a pas à se préoccuper, mais on peut automatiser. Enfin, je veux dire, si je veux faire 50 soumissions parce que j'ai 50 images à faire, en fait, je peux appeler 50 fois cette action, ce qui fait que c'est complètement on va dire, flexible pour nos besoins. Au final, de Docuteam Box, c'est possible de récupérer évidemment le paquet d'archivage, donc l'AIP, hein, sous forme de DIP. On a demandé, et puis là c'est aussi grâce à Docuteam Toolbox justement, on a demandé de pouvoir avoir un format de DIP spécifique. Plutôt que de récupérer le contenu complet en fait du paquet, ce qu'on aimerait c'est d'avoir vous avez un exemple ici en bas, en fait on aimerait avoir juste le fichier JPEG, parce que ça me permet d'importer un visuel dans la base de données de gestion des collections. Et puis, on aimerait avoir les métadonnées déjà formatées de la bonne manière, en fait, pour que je puisse faire un import de ce visuel de l'œuvre. Et puis, pour faire cet import du visuel de l'œuvre, j'ai besoin d'un fichier CSV, Scatman Flora, avec quelques colonnes bien déterminées. Et du coup, je dispose déjà dans ce DIP image de tout ce qu'il me faut pour pouvoir directement faire l'import en fait, dans Flora. Et il suffit simplement, si j'ai 50 images que je veux importer de cette même manière, j'aurai 50 DIP qui arrivent. Mais par contre, je peux les mettre ensemble en fait dans un seul CSV, ça c'est relativement facile. Et puis du coup faire un import pour tout ce lot en fait d'œuvres. Mais donc là encore, la Docuteam Toolbox fait ça. Il y a une partie, on va dire, comment dire, Docuteam Toolbox a des fonctionnalités qui sont génériques. Il y a la possibilité de faire des plugins qui, du coup, sont spécifiques à certains clients. Donc, on a un plugin pour nous, plugin qui, du coup, est intégré dans le module, mais qui est simplement séparé et c'est proprement fait. Moi, je l'ai modifié au début de la semaine. J'ai modifié le plugin pour un besoin spécifique que j'avais, ou des corrections que j'ai fait moi. J'ai poussé le code de retour et puis maintenant, c'est aussi chez toi. Mais c'est proprement, en fait, si on regarde ça, en fait, on voit ça ici dans Toolbox. Vous avez ici la partie, c'est séparé entre le code. Donc ici en bas, vous avez les différents scripts qui sont liés aux actions de Docuteam Toolbox. Puis dans Plugin, il y a un plugin P10 avec les deux actions pour lesquelles nous, on a une configuration spécifique. Donc ça me permet, moi, de me rassurer sur le fait qu'on est autonome sur cette partie-là. S'il y a des choses à changer dans la partie qui dépend de nous, c'est possible.
Et puis, pour la suite, on est le plus standard possible, parce qu'une fois que les choses ont été mises en place, je veux dire qu'elles ont été mises en forme, la partie préservation, finalement, ça peut être une black box pour nous, ça pose aucun problème. Tant qu'on peut ressortir des DIP qui nous correspondent, voire même avoir des DIP qui sont spécifiques en fait à nos besoins. Donc au final, voilà, ça c'est un petit peu le projet tel qu'il se présente actuellement. Il y a une discussion sur les URL donc, qu'on utilise, c'est basé sur l'identifiant ARC, mais là je pense que c'est un petit peu au-delà de la discussion d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. J'ai une petite question par rapport à la plateforme 10. Vous avez parlé dans le processus que vous mettez un minimum de métadonnées dans les IP et que vous faites référence par l'identifiant à la base que vous avez dans Flora, je crois. C'est dans quel but? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans un but de simplifier le processus d'archivage d'un premier temps et enrichir petit à petit les métadonnées de préservation? Ou c'est, enfin, au niveau archivage, vous vous contentez de ce jeu minimal de métadonnées pour la préservation, ou bien vous comptez enrichir justement à terme les métadonnées avec les données de production? Ouais. Alors du coup, donc première chose, en fait, sur la question des métadonnées descriptives. Donc les métadonnées descriptives, le fait de reprendre qu'un subset de ces métadonnées descriptives, c'est tout simple. En fait, dans un musée, le cœur business, c'est pas l'archivage. Donc en gros, finalement, l'outil de gestion des collections, c'est l'outil de travail de mes collègues, et puis ça va rester celui de mes collègues, et au fond, ça restera toujours l'outil central finalement dans l'institution. Moi, je dois garantir que les choses sont préservées, et puis en tant que tel, c'est plutôt les métadonnées, enfin je veux dire en termes de métadonnées descriptives, je n'ai pas besoin de dire grand-chose, il faut que ça fasse le lien avec l'outil qui est central dans l'institution, donc le numéro d'inventaire suffit, plus ou moins. On a mis 2-3 choses de plus. Ça, c'est pour les métadonnées descriptives. Puis au final, on n'attend pas beaucoup plus que moi, de ça, on n'attend pas beaucoup plus de moi que ça. Maintenant, pour la partie des métadonnées, on va dire, de préservation, en plus liées aux métadonnées techniques, en fait, ça, en faisant en sorte que c'est un processus d'archivage le plus standard possible, elles viennent avec, c'est-à-dire l'identification du format, tous ces LSP-là. Dans le METS XML qui, du coup, qui est produit dans le cadre de la processus d'ingest et puis de la préservation, toutes ces informations-là, elles sont récupérées, mais je n'ai rien besoin de faire. Moi, je garantis en fait que dans le SIP, il y ait les métadonnées métiers qui me concernent, qui me correspondent, pour pouvoir causer avec mes collègues qui s'occupent des collections. Et puis au final, je sais que je les retrouverai à la fin. Après, si on va trop loin dans les métadonnées, le problème, c'est qu'il faut mettre à jour. Et puis, c'est faisable, mais ça reste un peu compliqué. J'ai une question par rapport à Toolbox versus Feeder. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'ils font ou ne font pas? Alors, en fait, c'est que l'un utilise l'autre. Donc, Toolbox, c'est une sorte d'implémentation standard de comment utiliser l'API de Feeder, mais aussi l'API de Box. C'est juste ça, en fait. C'est pour ne pas avoir besoin de développer soi-même une bibliothèque pour le faire. Il y a ça et une bibliothèque préexistante qui peut être utilisée par on importe ça en Python et puis on l'utilise en Python. Ou alors, il y a aussi une petite interface ici, en ligne de commande, qui permet de le faire par ligne de commande. Donc, ça évite de devoir développer ça à la main. Et il y a maintenant encore une autre petite interface graphique qui permet aussi de le faire par donc un peu genre Packer, mais plus simple.